Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais, comme d'habitude, reprendre là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, tout en récapitulant préalablement l'essentiel de ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, j'avais commencé à vous présenter donc, les grandes structures d'analyse grammaticale, en commençant par l'analyse de la phrase avec les trois éléments qui décomposent la phrase groupe sujet, groupe verbal et groupe circonstanciel, le groupe circonstanciel étant entre parenthèses parce qu'il est facultatif. J'avais bien commenté, je n'y reviens pas, le fait que cette caractérisation schématique de la phrase présente une hétérogénéité, puisqu'on a affaire aussi bien à des natures de mots, le verbe, qu'à des fonctions, groupe sujet, groupe circonstanciel, mais je vous avais présenté mon point de vue selon lequel ça n'est pas un obstacle dirimant, ça n'est pas un véritable problème, simplement d'autres solutions sont possibles, et celle-ci me paraît la plus raisonnable, disons, du point de vue à la fois de la justesse et de la simplicité. Alors, ensuite, pour le groupe verbal, j'y reviendrai de toute façon dans un instant. Je vous avais présenté l'idée qu'il y a deux types de groupes verbaux, des groupes verbaux qui ont des compléments d'objet et puis des groupes verbaux attributifs. Ensuite, pour le groupe nominal, j'annonce, disons, que le groupe nominal, on va l'étudier comme étant formé d'un déterminant, d'un nom et d'une expansion, les expansions pouvant être des adjectifs, des groupes nominaux, tout au moins dans les premières analyses, et on ajoute ensuite la proposition subordonnée relative, c'est ce qu'on verra. Et je vous avais également indiqué que le rapport entre nature et fonction peut être parfois complexe, mais là c'est vraiment une chose qu'il faut savoir pour pouvoir éventuellement l'éviter avec les élèves. Dans certains cas, c'est la façon dont le mot est utilisé qui va déterminer sa nature. Et ce n'est pas la nature du mot qui va déterminer sa fonction. Bon, enfin, on avait commencé à parler de la terminologie. Je l'avais caractérisée par un certain nombre de propriétés qui la distinguent de terminologies antérieures. J'avais expliqué que dans la terminologie grammaticale, certaines notions peuvent être remplacées par d'autres, ça n'est pas très important, mais par exemple désinence, terminaison, mais dans la plupart des autres cas, l'usage précis de la terminologie est important. Mais le point principal sur cette diapositive que je veux rappeler, c'est le fait de ne pas surinterpréter la dénomination des catégories grammaticales. Ça n'est pas parce qu'une subordonnée s'appelle complétif qu'elle est complément. D'accord ? C'est ça que je veux dire. Les étiquettes terminologiques sont parfois, les dénominations terminologiques sont parfois un peu arbitraires. Elles sont héritées d'une tradition, on ne peut pas les changer comme ça. On procède complètement, c'est là où il y a quand même une grande différence entre la linguistique et la grammaire, parce qu'en linguistique, les chercheurs en linguistique posent une certaine terminologie qui s'inscrit dans une histoire, etc. Ils se différencient de certains courants par leur terminologie, et il y a un soin, en principe, accordé à cette question de la terminologie, mais dans l'usage scolaire de la grammaire, comme on a affaire quand même à des populations de professeurs qui sont très nombreuses et qui ont des habitudes de travail qu'on ne peut pas bouleverser comme ça d'un jour à l'autre, il y a une certaine inertie de la terminologie grammaticale, on ne peut pas la changer sauf, on peut la rationaliser un petit peu, etc. Mais il y a des choses dont on aimerait se débarrasser, par exemple, avec lesquelles il faut être très prudent. On ne peut pas, comme ça, par exemple, se débarrasser. Moi, j'aimerais bien, personnellement, qu'on se débarrasse de la fonction attribut et qu'on parle de complément du verbal. Bon, parce que je trouve que ça ne sert à rien de compliquer les choses en parlant d'attribut du sujet pour différentes raisons que je vous exposerai après. Mais je sais très bien que si on propose ça dans une terminologie, il y aura une levée de bouclier parce que, justement, beaucoup de professeurs ont vraiment appris eux-mêmes et enseignent à leurs élèves que, attention, médecin dans LA médecin n'est pas complément du verbe être. Complément du verbe être, c'est comme, je l'ai déjà entendu dans des salles de classe, dans
comment dire, dans des salles des professeurs plutôt d'ailleurs. Ah, je sais pas, il y en a un qui m'a sorti le complément du verbe être, comme si c'était une aberration absolue de dire ça. Hein. Il y a des linguistes qui ont bien signalé qu'il y avait quand même des parallélismes assez frappants, mais il y a une tradition qui fait une différence importante, qui n'est pas complètement injustifiée, hein, qui a une certaine justification, mais entre l'attribut et le complément d'objet. Donc ça, vous voyez, ça fait partie de ces choses qu'un linguiste pourrait souhaiter modifier, mais avec lesquelles il faudra être très très prudent. Alors, j'avais terminé sur ce point avec quelques recommandations. La seule sur laquelle je m'arrête pour la répéter, mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vraiment le take-away message de chacun de mes cours, quoi. Il faut vraiment penser avoir toujours à l'esprit qu'on ne peut pas analyser n'importe quel type de phrase avec la terminologie grammaticale, avec l'outillage conceptuel de la grammaire scolaire. Il n'y a que certaines phrases qui marchent bien dans l'analyse. Et au fond, la capacité professionnelle, la compétence professionnelle des professeurs de langue, de français, c'est justement d'être capable de faire la différence dans l'analyse grammaticale entre les phrases qu'on peut analyser et les phrases qu'on ne peut pas analyser parce qu'elles présentent des propriétés non prototypiques et du coup elles sortent du champ d'application, champ d'applicabilité de la terminologie. Alors, on avait commencé avec la phrase et ce schéma, il vous montre bien les structures d'emboîtement, de hiérarchie dont j'avais déjà parlé la semaine précédente. Vous voyez, une phrase, c'est toujours la même phrase, hein, vraiment, alors là c'est le prototype de la phrase de base. Le nouveau facteur distribue le courrier à midi. On a trois éléments, donc deux relations, hein, une nature, comment dire, un premier groupe de mots qui est le groupe sujet, qui en l'occurrence ici est un groupe nominal, hein, du point de vue de sa nature, un groupe verbal et un groupe circonstanciel. Donc, ce premier élément, le groupe sujet, est relié au groupe verbal par la fonction sujet, le second, le groupe circonstanciel, est relié par la fonction circonstancielle au groupe verbal. Donc on a le pivot qui est le groupe verbal par rapport auquel se définissent les deux fonctions. Et ce sur quoi j'avais bien insisté la dernière fois, c'est que puisque l'analyse grammaticale, ce sont toujours des grands groupes, et à l'intérieur des grands groupes, on va refaire une décomposition en groupe inclus dans un groupe précédent, etc. Vous voyez bien que ici, par exemple, le groupe verbal, c'est un groupe inclus dans le groupe que constitue la phrase. Hein. La phrase, c'est une structure complète. Quand je dis un groupe, je veux dire, c'est la structure phrase qui a une forme d'unité, hein, qui est une structure grammaticale caractérisée. Et donc, cette structure contient en elle-même trois autres structures, groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Mais, quel que soit ce que vous analysez en grammaire, il y a toujours, si vous voulez, des étapes successives d'approfondissement. C'est-à-dire que vous prenez une structure quelconque, elle va se décomposer en au minimum deux groupes, ou deux ou trois groupes. D'accord ? Et ensuite, vous allez regarder chacun des groupes, et à l'intérieur de chacun des groupes, il va y avoir deux ou trois groupes. Et à l'intérieur de ces deux ou trois groupes, il va y avoir, soit du coup vous tombez sur un élément qui ne s'analyse plus, ou un groupe qui ne s'analyse plus, ou bien sur un autre groupe qu'il faudra encore décomposer. D'accord ? Donc le plus important, c'est d'être capable de bien repérer les niveaux d'analyse. Donc ça veut dire que au plan de la phrase, il n'y a que deux, quand vous considérez la structure phrase et que vous devez analyser les fonctions manifestées dans cette phrase, il n'y a à ce niveau-là que deux fonctions, que deux, sujet circonstanciel. Les autres fonctions, par exemple épithète ou COD, ne vont intervenir qu'à un second moment lorsqu'on analyse les structures incluses dans la phrase. Donc si vous voulez, ce que j'essaie d'expliquer, mais peut-être que vous avez parfaitement compris et que ce n'est pas la peine que j'insiste lourdement à ce point-là, mais j'insiste quand même lourdement, c'est que
quand on parle de la fonction sujet et de la fonction épithète, on parle de fonctions qui ne sont pas au même niveau, en fait. Ce n'est pas le même niveau de fonction. La fonction sujet, c'est une fonction au niveau de la phrase. Donc, ça fait partie des deux grandes fonctions qui définissent la phrase. C'est même la plus fondamentale, puisque ensuite, puisqu'on a vu la fonction complément circonstanciel, elle n'apparaît pas toujours, puisque le groupe circonstanciel est facultatif. Donc, c'est vraiment la fonction sujet qui est la plus fondamentale. Et elle n'est pas du tout au même niveau qu'une fonction COD ou une fonction épithète. Parce que la fonction COD ou la fonction épithète, elle n'intervient jamais au niveau de la phrase au début. Elle intervient à l'intérieur d'un groupe inclus dans la phrase. Donc, par exemple, dans le groupe nominal que constitue le groupe sujet, ou dans un groupe verbal avec les fonctions complément ou attribut. Hein. Bon. Ça, vous voyez, c'est une chose très simple, mais qu'en général, on ne vous enseigne pas. Alors que, à mes yeux, c'est tout à fait fondamental, cette différence de niveau entre des fonctions comme sujet, complément circonstanciel, et puis épithète, COD, etc. Alors bien sûr, j'anticipe un peu, hein, mais il va être possible, si par exemple j'ai une subordonnée à l'intérieur du groupe verbal, une subordonnée, je vous l'ai déjà dit, mais on y reviendra, mais c'est une sorte de phrase à l'intérieur d'une autre phrase, c'est une sous-phrase en quelque sorte, une phrase incluse dans une autre phrase. Si j'ai une subordonnée dans le groupe verbal, ben, je vais à nouveau avoir fonction sujet, fonction circonstancielle éventuellement. Hein. Donc, il va bien y avoir aussi de la fonction sujet à l'intérieur du groupe verbal, mais ce ne sera pas à l'intérieur du groupe verbal quand j'analyse au début le groupe verbal. Ça va être à l'intérieur d'un constituant du groupe verbal, en l'occurrence dans le groupe COD, par exemple. Bon, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Le plus important, c'est ça. Et quand je parlais de hiérarchie des fonctions, hein, c'est très précisément à cela que je souhaitais faire allusion, c'est-à-dire vous avez des fonctions à des niveaux différents. Il y a des fonctions au niveau de la phrase, des fonctions au niveau du groupe nominal, des fonctions au niveau du groupe verbal, etc. Mais il n'y en a pas tant que ça. Hein. Alors, on avait donc commencé par travailler sur la fonction sujet. J'avais rappelé que c'est très important la fonction sujet, non seulement pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, mais ça règle tous les phénomènes d'accord. Hein, je veux dire, et surtout en français, en tout cas pour l'orthographe, c'est un peu sensible parce que les accords au pluriel, hein, au présent, ENT, ou même à l'imparfait, hein, il chantait et il chantait. Il chantait avec un S à IENT, et il chantait à IT, on entend la même chose, mais on n'écrit pas du tout la même chose. Donc là, il y a tout un apprentissage orthographique important, mais cet apprentissage orthographique, évidemment qu'il n'est possible qu'à partir du moment où cette fonction sujet est bien identifiée hein, dans son rapport avec le verbe. Bon. On avait vu les phénomènes on avait vu que, outre le groupe nominal, qui est vraiment alors on parlait de prototype hein, dans les cours d'avant, le groupe nominal, du type le facteur, les étudiantes, etc., ce sont les sujets prototypiques. Hein. Et ensuite, il y a le pronom personnel. Donc, le groupe nominal et le pronom personnel, ce sont les deux natures de mots ou de groupes de mots qui sont privilégiés dans la fonction sujet. On avait vu toutefois, donc, et ce sont les deux qu'on analyse quand on fait une initiation à la grammaire du français. On n'a pas besoin de parler de tous les autres types de pronoms, ni du groupe infinitif qui peut être sujet, ni de la subordonnée complétive qui peut être sujet, ni de la subordonnée relative substantive qui peut être sujet qui se ressemble, s'assemble. Tout cela, on le garde en réserve pour un enseignement plus tard. Hein, parce que ce qu'on veut, c'est donner une vision d'ensemble. Bon. Alors, on en était donc là à l'analyse de la fonction sujet dans le texte, dans ce texte de George Sand, Montprat, et donc on s'était arrêté à ce sombre ravin et ce triste castel, c'est la Roche-Montprat. Ce qui est indiqué en vert ici, je vous rappelle, ce sont les structures justement qui ne sont pas prototypiques du tout et qu'il faut reformuler si on veut utiliser le texte d'une manière efficace dans l'enseignement. Mais là, je les ai laissés tels quels, juste je les ai manifestés je les ai fait apparaître par une couleur un peu différente. Alors, si vous voulez bien, on va finir l'analyse de ce texte en identifiant la fonction sujet. Alors, je vous signale tout de suite qu'il y a à nouveau un problème avec il n'y a pas longtemps que le dernier des Montprat. Hein.
Parce que là, on a une structure il y a, donc vous voyez, il y a le verbe avoir d'une certaine façon, hein, dans il y a. Mais en fait, c'est un verbe avoir qui ne fonctionne pas vraiment comme un verbe ici. Hein, cela rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le rapport entre nature et fonction. Là, il y a un emploi du verbe avoir qui est dans une structure il y a, qui en fait n'est pas du tout comme la conjugaison du verbe avoir, j'ai une maison, tu as une maison, il a une maison, etc. etc. Donc il faudrait reformuler ici, si vous vouliez utiliser ce texte en place, au lieu de dire il n'y a pas longtemps que le dernier des mots pra, etc., il faudrait dire depuis peu le dernier des mots pra, etc. Comme ça, vous supprimez le problème. Hein. Ça, je veux dire, il faut l'avoir à l'esprit parce que quand on veut fabriquer du matériau de cours, il faut être capable de lire un texte en disant voilà ce que je dois transformer pour que le texte soit utilisable sans que je bute sans cesse sur des cas où je vais dire aux élèves ah oui mais ça vous laissez de côté c'est trop compliqué, ah ça vous laissez de côté parce qu'on ne peut pas l'analyser à votre niveau, etc. Il vaut mieux donner un texte où tout peut être analysé selon la perspective qu'on veut adopter et qu'il n'y ait pas de problème. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Quelle est la prochaine occurrence de sujet? Oui, mais alors ici il y a une structure un petit peu plus compliquée. Hein. Il y a effectivement cette propriété tomba en héritage. Mais ici, vous voyez, le dernier des mots pra acquis cette propriété tomba en héritage. On voit que acquis cette propriété tomba en héritage est en fait une expansion de mot pra. Le dernier des mots pra acquis cette propriété. Et en fait, il y a tout ce groupe, le dernier des mots pra acquis cette propriété tomba en héritage, qui est sujet de phi enlevé. Et vent. Hein, j'ai mis là, comme si c'était la même chose, phi enlevé et phi vent, hein, tous les bois de charpente. Bon. Donc là, on a quelque chose d'un peu plus compliqué, mais vous voyez qu'on a ces structures où on a un sujet à l'intérieur d'un groupe nominal, parce qu'il y a une subordonnée. Donc là, ça en fait deux. Hein. Le sujet de tomba et le sujet de phi enlevé et vent. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors on a le il dans s'il eût voulu donner, etc., qui est à l'intérieur, vous voyez, comme s'il eût voulu donner un soufflet à la mémoire de ses ancêtres. C'est une subordonnée aussi, hein, mais là, ça n'a pas de conséquence sur l'analyse des sujets. Et dans la suite, vous avez il fit jeter à terre le portail. Alors, vous voyez, le verbe n'est pas répété, hein, mais c'est le même verbe faire ici, dont dépendent tous ces infinitifs fit jeter, fit éventrer, fit fendre, et ensuite il y a partie qui est aussi un verbe qui dépend d'un seul et même sujet. Donc vous voyez que là aussi c'est une structure qui n'est pas très très prototypique, mais dans laquelle vous avez un sujet pour toute une série de verbes. C'est une possibilité du français, hein. On n'est pas obligé de répéter à chaque fois le sujet, mais il faut quand même qu'il soit présent à un moment au départ. On n'a rien d'autre, sauf erreur, dans la même phrase. Alors ensuite, à partir de depuis ce temps, qu'est-ce que vous voyez? Ouais. Donc il y a qui habite, et on a un peu la même structure que tout à l'heure. Depuis ce temps, quand les bûcherons et les charbonniers qui habitent les huttes éparses aux environs passent, vous voyez, tout ce groupe-là, il est sujet de passe. Et à l'intérieur de ce groupe, il y a une subordonnée relative, introduite par qui, avec qui habite et donc là, le qui est sujet de habite. Et tout le groupe nominal, les bûcherons et les charbonniers qui habitent, etc., est sujet de passe. Bon, ensuite, il y a, sans difficulté, il siffle d'un air arrogant ou envoie. Donc là, les sujets, je ne l'ai pas précisé, hein, mais on a, vous voyez, cette propriété groupe nominal, il, pronom personnel, qui, pronom relatif. Hein. Voilà, dans les structures de groupe sujet, ce sont les cas les plus courants. Hein, le groupe nominal, le pronom personnel et le pronom relatif. Ensuite, on a le jour, sujet de baisse. Donc, pas de difficulté particulière, sauf que
Là aussi, c'est dans une subordonnée, mais peu importe. L'engoulevent commence à glapir. Et puis bûcheron et charbonnier passent en silence et de temps en temps font un signe de croix. On a à nouveau là un seul groupe nominal qui est sujet de deux verbes. D'ailleurs là, j'aurais pas dû souligner un signe de croix puisque à chaque fois j'ai souligné uniquement les verbes. Mais enfin, ah oui, il y a encore qui sujet de règne. Oui. Ce ne serait pas tout le groupe nominal les mauvais esprits qui Alors, les mauvais esprits qui règnent sur ces ruines, le sujet, oui, alors, c'est-à-dire non, parce que vous avez, si vous voulez, le déterminant, d'accord, le non-noyau esprit, et ensuite vous avez deux expansions nominales, mauvais, et qui règnent sur ces ruines. Hein. Donc, c'est pas tellement que tout ça est antécédent de qui, c'est que oui, alors, si, pardon, attendez. Si on considère que la relative a pour antécédent esprit, votre question c'est est-ce qu'on peut intégrer mauvais, c'est ça? Oui. Ouais, ouais. Bah, écoutez, là, à ce stade de l'analyse, les deux solutions sont tout à fait possibles. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on a mauvais et qui règne sur ces ruines, qui sont des expansions de esprit. À cet égard, si vous tenez à cette analyse, seul esprit est antécédent de qui règne sur ces ruines. Mais en fait, quand il y a deux adjectifs ou deux expansions, il y a un problème, je vous en reparlerai plus tard, de hiérarchie. Hein. C'est-à-dire que on peut, du point de vue du sens, il faut réfléchir, là il n'y a pas de solution grammaticale toute faite, il faut voir si, du point de vue du sens vraiment, est-ce que ce sont effectivement des mauvais esprits qui règnent sur ces ruines, ou bien des esprits qui, d'une part, sont mauvais, et d'autre part, règnent sur les ruines. Là, on n'a pas l'impression que ça fasse une grande différence. Hein. Mais dans certains cas, ça fait une différence. Vous voyez, par exemple, un roman policier passionnant, c'est difficile de dire que c'est un roman qui a deux propriétés. Il est policier, il est passionnant. On sent bien intuitivement que c'est un roman policier, donc il y a une sorte de première synthèse, là, qui ensuite est passionnant. Mais ça, c'est tout le problème. Dès que vous avez deux extensions, vous savez pas, il y a une question qui se pose avec des nuances extrêmement subtiles hein, sur l'interprétation, des nuances très très fines. Vous ne savez pas s'il y a une discussion possible sur le fait de savoir si les deux expansions sont exactement sur le même plan, deux propriétés du même noyau nominal, ou bien s'il y a une propriété qui intervient avant et puis l'autre qui intervient après. Voilà. Mais il y a des tests, il y a eu aussi des travaux de psycholinguistique comme ça, pour savoir si une petite voiture rouge, est-ce que c'est une petite voiture dont on dit qu'elle est rouge, ou bien une voiture rouge dont on dit qu'elle est petite, ou bien une voiture qui est d'une part petite, d'autre part rouge. Vous voyez, les trois interprétations sont possibles. Mais c'est quand même ça, ça complexifie l'analyse. Pour l'instant, bien sûr, on laisse ça de côté, mais c'était une très bonne question. Merci, ça m'a donné l'occasion de vous expliquer ça. Alors, ensuite, donc les fonctions du groupe verbal. Donc, on revient plus en détail sur ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous voyez un peu comment je procède. Je vous donne des grosses explications globales. Ensuite, on fait comme un premier tamis très large. Ensuite, on revient sur la même chose, mais on l'analyse de manière un peu plus précise. Et ensuite, on revient encore et on analyse encore plus précisément, en essayant de toujours avoir l'ensemble en tête, hein, l'analyse d'ensemble en tête. Alors, pour le groupe verbal, donc, il y a un noyau verbal qui se compose d'un verbe plus d'autres constituants éventuellement. Alors, parfois, donc ici, on introduit la notion de complément d'objet direct. Dans certaines, en Belgique, je crois, maintenant, ils disent complément direct. Hein, il y a des traditions de l'enseignement du français où on va dire complément direct, complément indirect, au lieu de complément d'objet direct ou indirect. Bon, le fait d'enlever le « o » ne change pas grand-chose du point de vue du sens. C'est vrai que objet, qu'est-ce que ça veut vraiment dire complément, objet dans complément d'objet, c'est difficile à dire. Mais là, encore une fois, c'est vraiment une question de
de tradition grammaticale. Hein. Si vous enlevez au professeur le COD, ça va être une perte difficile. Hein. Bon, on pourrait remplacer, mais bon, je pense que le jeu ne vaut pas la chandelle. C'est-à-dire, on ne va pas s'amuser à changer la terminologie COD pour remplacer par CD. Simplement pour simplifier, ça ne simplifie pas grand-chose, hein, pas une lettre en plus, mais bon, évidemment, c'est assez opaque. Qu'est-ce que ça veut dire objet dans COD? Franchement, ce serait difficile à justifier auprès des élèves. C'est juste, on appelle ça comme ça, c'est une décision terminologique, et simplement, ce qui va compter, c'est la distinction entre direct et indirect. Donc le COD, c'est un groupe nominal, il peut être pronominalisé par le, hein, il distribue le courrier, il le distribue, et puis, si on a affaire dans le groupe verbal, à côté du verbe, à un groupe nominal prépositionnel, donc un groupe nominal précédé d'une préposition, on parle dans ce cas-là de complément d'objet indirect. Et on pronominalise par lui. Elle, lui, parle. Alors là, tout de suite, il y a au lieu de elle parle au facteur. Ou c'était d'ailleurs le facteur qui parle à la voisine, donc ça aurait dû être il, lui parle. Et bon, peu importe. Là, il y a tout de suite une petite difficulté qui apparaît, c'est que on définit, vous voyez, le complément d'objet indirect par la présence d'une préposition, et juste après, on dit qu'on peut remplacer à la voisine par lui. Le facteur lui parle. Du coup, il n'y a plus de préposition. Hein. Quand je dis elle lui parle, lui est bien de fonction complément d'objet indirect, mais je ne vois plus la préposition. Alors ça, évidemment, c'est une petite difficulté, et la préposition, vous le savez, elle est en quelque sorte intégrée dans le lui. Hein. C'est les pronoms en français, la variation des pronoms en français selon leur fonction, c'est une espèce de dernière trace de la déclinaison. Hein, ça, c'est vraiment des mots qui changent selon leur fonction. Donc là, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut, là où il faut donner une précision quand on enseigne cet aspect-là, quand on en est à ce niveau de l'analyse, à ce temps de l'analyse, sur la distinction entre complément d'objet direct et indirect. Donc ça veut dire que les tests de pronominalisation, on n'est pas obligé de les appliquer tout de suite. Hein. Je ne suis pas trop partisan du fait d'utiliser toujours ces critères pour identifier les compléments, et vous allez voir pourquoi dans la diapositive suivante. Bon, mais quand même, on peut noter qu'effectivement, le pronom n'est pas le même, et du coup, dans le complément d'objet indirect, la préposition disparaît avec lui. Ensuite, on peut noter qu'il peut y avoir un ou deux compléments, ou bien pas du tout de compléments. Hein. Donc, le facteur distribue le courrier à ma voisine. Là, il y a deux compléments. Un direct, le courrier, et puis un autre qui est indirect. Un complément direct, le courrier, et un complément indirect à ma voisine. Et puis, parfois, il n'y a pas de complément. Alors, sur les pronominalisations, les différents types de compléments. Bon, j'ai mis un peu des couleurs là pour qu'on s'y repère, mais c'est quand même des choses tout à fait élémentaires. Vous avez d'abord le plus simple, hein, c'est le groupe verbal qui est réduit au verbe. Alors, évidemment, cette description, dire que le groupe verbal est réduit au verbe, masque le fait qu'il y a au moins deux grandes situations assez distinctes qui correspondent à cette structure. C'est les cas où on ne pourrait pas mettre de complément, et puis les cas où on pourrait, mais il se trouve qu'il n'y en a pas dans la phrase considérée. Par exemple, vous prenez le facteur d'or. Vous ne pouvez pas dire d'or quoi, d'or à quoi. Bon, c'est pas possible de mettre un complément. C'est ce qu'on appelle un verbe intransitif. Il ne peut pas du tout avoir de complément. Il n'y en a pas parce que le verbe se construit comme ça, sans complément. Dans d'autres cas, le facteur parle. Bon, ben, peu importe ce qu'il est en train de dire, c'est ça qu'on veut dire. Le facteur parle. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme contexte? Il y a un peu de bruit dans la salle, le facteur parle. Bon, le facteur parle dans son coin, ça fait du bruit. Alors, dans ce cas-là, peu importe ce qu'il dit. Je veux dire, ce qu'on veut, c'est juste signifier qu'il fait du bruit, donc il parle. Mais on n'a pas besoin de préciser, il parle de ses vacances, il parle de ses soucis, il parle de... je ne sais pas quoi, moi, bref. Donc, on ne met pas de complément dans ce cas-là. On pourrait, mais on n'en met pas parce que ce n'est pas pertinent de préciser. Vous voyez, si ne le dérangez pas, il lit.
peu importe qu'ils lisent un journal, un roman, de la poésie, on veut juste dire que la personne ne veut pas être dérangée parce qu'elle est en train de dire quelque chose. Mais quoi que ce soit qu'elle lise, on ne peut pas être dérangé. Donc il y a des cas où la présence d'un complément serait possible théoriquement, mais n'est pas pertinente dans le contexte. Il y a d'autres cas où on ne le met pas parce que en fait, le complément, c'est un peu différent, il est restitué par le contexte. Alors je donne ces précisions, elles ne sont pas sur la diapositive, mais bon, là c'est vraiment des connaissances pour le professeur, hein, ce n'est pas du tout les choses qu'on enseigne. C'est pour que le professeur comprenne que dans cette structure, groupe verbal égale verbe, il y a plusieurs cas possibles. Si vous dites par exemple, c'est à toi, vous jouez aux cartes, hein, et vous dites c'est à toi de battre, donc de mélanger les cartes. Ben, on ne va pas dire c'est à toi de battre les cartes. Hein. Pourquoi? Vous voyez, le cas est un peu différent des précédents. C'est que dans cette situation-là, le complément, il est restitué par le contexte. Le contexte dit quel est le complément. Ce n'est pas comme tout à l'heure où on ne disait pas le complément parce que ce n'était pas pertinent de dire le complément. Là, on ne le dit pas, le complément, parce qu'il est donné par le contexte. Hein, voilà. Donc, deux exemples de cas où en fait on pourrait avoir, où le verbe a une structure où il tolérerait un complément, mais en fait là on ne l'utilise pas. Enfin, on n'utilise pas cette propriété. Alors ensuite, donc, vous avez le groupe verbal qui est de structure verbe plus groupe nominal, donc le facteur distribue le courrier. Vous voyez qu'on pronominalise avec le, comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, le groupe nominal, verbe plus groupe nominal prépositionnel. Alors, le facteur parle à sa collègue, le facteur va à Paris. Alors ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Peut-être que ça surprend certains, en particulier les étudiants qui viennent d'Espagne, n'ont pas appris ça comme ça. On a appris qu'à Paris, c'est un complément circonstanciel, en général, d'après ce qu'on m'a dit. Mais je vous expliquerai pourquoi ici, pour nous, dans notre perspective, c'est un complément d'objet indirect. Et malgré cela, vous voyez, quand on pronominalise, on voit que tout d'un coup, avec le groupe nominal prépositionnel, tout à l'heure, on avait vu que j'ai fait une erreur là dans la diapositive, il faudra que je change. On a vu tout à l'heure que la pronominalisation était par lui. Hein. Le facteur lui parle, j'aurais dû mettre ici le facteur lui parle, au lieu de le facteur en parle à sa collègue. Mais c'est parce que j'ai oublié, j'aurais dû, ça correspond à une autre structure, parle de ses vacances à sa collègue. Donc ça, je corrigerai, c'est une erreur. Là, il faudrait écrire ici, à la place de le facteur en parle à sa collègue, le facteur lui parle. Donc, hein, comme tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Simplement, j'ai mis cet exemple pour attirer l'attention sur le fait que parfois, le groupe nominal prépositionnel qui est une fonction complément d'objet indirect est pronominalisé par le pronom, c'est il, pas lui. Ensuite, le cas où il y a deux compléments, distribue son courrier à ma voisine. Alors, si vous pronominalisez uniquement le COD, ça donne le facteur le distribue à ma voisine. Si vous pronominalisez seulement le complément d'objet indirect, ça donne le facteur lui distribue son courrier. Et si vous pronominalisez les deux, ça donne le facteur le lui distribue. Donc il y a des règles comme ça d'ordre des pronoms. On indique d'abord le pronom COD et ensuite le pronom complément d'objet indirect. Et c'est pour cette raison que c'est une des raisons pour lesquelles il y avait cette dénomination antérieure de complément d'objet second. Bref, dernier cas de figure, un verbe avec deux groupes nominaux prépositionnels. Le facteur parle de ses vacances à sa collègue. Si vous pronominalisez de ses vacances, c'est le facteur en parle à sa collègue. Si vous pronominalisez à sa collègue, le facteur lui parle de ses vacances. Et si vous pronominalisez les deux, ça donne le facteur lui en parle. Donc vous voyez un troisième pronom qui apparaît, le en, qui apparaît en plus du lui et en plus du i pour être complément d'objet indirect. Donc vous voyez que le problème ici, c'est que la pronominalisation, elle est quand même assez complexe et très variable en français. Et on fait ce choix qui est différent dans la grammaire de l'espagnol, de traiter de la même façon des compléments qui se pronominalisent différemment. Alors qu'il y a des cas en espagnol, mais je vous montrerai tout à l'heure, et vous me direz si je dis pas des bêtises,
mais de toute façon je m'appuie sur ce que m'ont dit vos prédécesseurs, dans certains cas en espagnol on fait justement la différence à cause de la différence de pronominalisation. Donc ça c'est pareil, ce sont des conventions, on choisit de faire des différences ou de ne pas faire des différences. Alors, le point vraiment très important ici, pour comprendre en particulier la différence entre complément d'objet indirect et complément circonstanciel, disons, entre complément d'objet et complément circonstanciel, c'est l'idée que le complément d'objet, il est vraiment impliqué par le sens du verbe. Si vous avez un verbe qui signifie une certaine chose, le verbe, il fait attendre, si j'ose dire, un certain type de complément. C'est-à-dire que vous prenez le verbe boire, vous vous attendez à ce que les compléments soient des trucs qu'on peut boire. Boire, ça va avoir comme complément des choses comme un café, une bière, machin, etc. D'accord ? Si vous avez un verbe comme prendre, bah là, le champ des compléments est beaucoup plus grand. On peut prendre une chaise, on peut prendre je sais pas, un livre. Non. Là, c'est beaucoup plus difficile de délimiter le champ des compléments, mais il y a quand même des choses, par exemple, je sais pas, des noms abstraits qu'on ne pourrait pas mettre comme complément de prendre. On ne pourrait pas dire, je sais pas moi, prendre, quoique ça s'élargit, ce que je vais dire, prendre une réflexion. Prendre une réflexion, ce serait très bizarre. Alors, on pourrait dire prendre une idée à quelqu'un, oui, mais enfin bon, si je prends, par exemple, porter, le verbe porter, on va dire, on va attendre pour le verbe porter, porter une valise, porter un vêtement, éventuellement, etc. D'accord ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que du point de vue là, du sens, si vous avez un verbe qui signifie quelque chose, eh bien, ça donne une contrainte sur les types de compléments. Donc, c'est ce que j'ai mis ici pour boire. Du coup, pour boire, on s'attend à des choses comme boire de l'eau, boire du café, etc. Et si vous avez autre chose que ce genre de complément qui correspond à la classe des boissons, eh bien, ça déclenche en général un phénomène métaphorique. Par exemple, si on dit « il boit ses paroles », c'est un usage un peu métaphorique, mais du verbe, enfin pas un peu, c'est simplement que c'est une métaphore banale, lexicalisée en français. Boire les paroles de quelqu'un, c'est écouter quelqu'un et vraiment essayer de retenir tout ce qu'il est en train de dire ou être fasciné par la parole de quelqu'un, etc. Il boit ses paroles. Mais voyez que là, du coup, pour comprendre que c'est un sens métaphorique, il faut avoir en tête que ce n'est pas le type de complément attendu avec ce type de verbe. Donc on se sert de ce décalage sémantique. Donc, quand vous prenez aller à Paris, évidemment que le verbe aller implique dans son sens l'idée que aller quelque part, c'est quoi? C'est aller d'un point A à un point B. Donc, tomber, c'est tomber d'un point A à un point B. Donc, si le verbe aller, ça signifie partir d'un point A pour aller à un point B, par exemple, si, quand on dit on va de Madrid à Paris, par exemple, eh bien, je peux considérer que les deux compléments possibles, ou un complément, le complément, quand je dis seulement je vais à Paris, il est prévu par le sens du verbe aller. Donc c'est vraiment le verbe aller qui sélectionne ce genre de complément. Et on verra que la conséquence, en tout cas, pour juste anticiper encore un tout petit peu sur l'analyse de « elle va à Paris », pourquoi à Paris je le considère comme un COI plutôt qu'un complément circonstanciel, c'est que vous allez voir, ce que je dis sur la contrainte de sens ne vaut pas du tout pour le complément circonstanciel. Le complément circonstanciel, il se fiche complètement du sens du verbe. Enfin, pas complètement, mais en tout cas, il n'est pas lié aussi fortement que les compléments d'objet direct ou indirect avec le sens du verbe. Mais surtout, dans le cas de à Paris, il y a une propriété, on l'a déjà dit tout à l'heure, du complément circonstanciel, c'est qu'on peut l'enlever ou le mettre au début. Je veux dire, le facteur distribue le courrier à 8h, le facteur distribue le courrier, ça marche très bien. Tandis qu'à Paris, il va, ça ne marche pas. Et il va tout seul, ça ne marche pas non plus. Donc de toute façon, c'est clair que c'est impossible dans cette définition du complément circonstanciel, dans la définition, disons, syntaxique du complément circonstanciel.
quand un complément circonstanciel est défini comme un groupe facultatif, mobile dans la phrase, et sans contrainte de sens avec le verbe, sans contrainte de sens forte avec le verbe, eh bien, on voit bien que à Paris ne peut pas être analysé autrement que comme un COI. Alors maintenant, dans ce premier niveau d'analyse, on oppose les groupes verbaux en deux grandes catégories, les groupes verbaux qui ont un complément d'objet et les groupes verbaux qui ont un attribut du sujet. Alors, quand on a attribut du sujet, quand on a des structures du type Alice est avocate, donc avec un groupe nominal, hein, ou bien Alice est grande, avec un groupe adjectival ou un adjectif, d'accord. Alors on a ça avec un certain type de verbe seulement. Hein, vous voyez, typiquement le verbe attributif prototypique c'est être, mais on a une liste traditionnelle en français, être, devenir, demeurer, rester, être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester. Bon, peu importe, il y en a d'autres, hein, mais au début, de toute façon, dans l'enseignement de base, on se sert du verbe être. Et dans le cas de l'attribut, vous voyez bien qu'il y a quand même là, je justifie un peu la distinction traditionnelle entre d'un côté les compléments d'objet et l'attribut, c'est que ce que je viens de vous dire tout à l'heure sur le fait que le verbe exerce une contrainte sur le complément, ben évidemment qu'avec un verbe aussi général que être, qui est une espèce de pur outil grammatical, qu'est-ce que ça veut dire être? Je veux dire, vous ne pouvez pas dire ce que ça veut dire de la même façon que vous pouvez dire ce que signifie tomber, marcher, danser, prendre, etc. Hein, le verbe être, c'est un mot grammatical d'une certaine façon. Il peut avoir un sens lexical si vous le prenez dans le sens de exister. Par exemple, dans la célèbre phrase de Descartes, je pense, donc je suis. Je suis au sens de j'existe. Mais ça, c'est quand même un emploi très, très particulier. Hein. Mais en général, le verbe être, c'est un mot grammatical. Bon. Ça peut être même un auxiliaire, mais là, ce n'est pas tellement la question. Là, c'est le verbe attributif. Donc, ce verbe, effectivement, il n'a pas du tout le même genre de propriété que les verbes qui génèrent des compléments d'objet, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, le verbe qui génère un complément d'objet, il doit y avoir une relation de sens entre le sens du verbe et le sens du complément d'objet. Là, il ne peut pas y avoir de relation de sens entre le sens du verbe être et le sens de grande ou de avocate, etc. Vous voyez, c'est évident. L'attribut du sujet, il sert juste à établir une espèce de lien d'égalité ou d'équivalence entre, ou d'attribution de propriété entre le sujet et puis donc soit l'adjectif, soit le groupe nominal. Hein. Alice est grande, c'est un peu comme Alice égale grande, Alice égale avocate. Hein. C'est une espèce de pur outil qui marque l'identité ou l'attribution d'une propriété. Bon. Alors c'est pour cette raison que traditionnellement on parle d'attribut du sujet. Parce qu'en fait, l'attribut, il est tout à fait lié au sujet, hein, c'est ce que je viens de dire. Mais on pourrait très bien, parce que alors le problème de dire attribut du sujet, c'est que malgré tout, la structure, c'est être, un verbe attributif, plus un groupe nominal ou un groupe adjectival. Donc ça reste, tout ça reste à l'intérieur du groupe verbal. On est bien dans un groupe verbal attributif. Donc dire d'un élément du groupe verbal attributif qu'il est attribut du sujet, ça complique beaucoup les choses parce que ça donne l'impression du coup que c'est dans le sujet. Enfin, bon voilà, c'est extrêmement troublant cette fonction et c'est pour cette raison que je ne sais pas si j'y arriverai un jour, mais j'aimerais qu'un jour la grammaire du français introduise la notion de complément du verbe attributif pour remplacer attribut du sujet. Il faudrait mieux dire complément du verbe attributif. À ce moment-là, le terme de complément, c'est plus COD, hein, ce serait, je ne sais pas moi, CVA, le complément du verbe attributif, mais ça serait mieux qu'attribut du sujet, à mon avis. Mais bon, ça, c'est pas pour demain, plutôt pour après-demain. Alors, il y a aussi un attribut du COD, mais ça, ce sont des structures plus complexes, hein, genre ils ont élu Pierre président. Voilà. Président va être attribut du COD Pierre. Je vous en reparlerai, mais
c'est vraiment une fonction plus complexe qu'on n'est pas du tout obligé d'introduire au début. Alors il y a une dernière chose qui est importante dans les groupes verbaux, ce sont les adverbes. Alors, il y a d'abord les adverbes de négation. Alors, l'adverbe comme catégorie, hein, je vous en reparlerai quand on parlera strictement des natures de mots, mais comme catégorie, c'est une catégorie assez vaste avec des choses très hétéroclites. Donc, il y a la négation. Hein, ne pas ou ne jamais, par exemple, etc. Ce sont des adverbes de négation. Le magistrat admet son erreur, le magistrat n'admet pas son erreur. Donc vous voyez que la négation, ne pas, encadre le verbe ici, et fait partie du groupe verbal. Hein. Donc, même chose pour assidûment, les adverbes en ment en français, rapidement, lentement, etc., qui sont des adverbes souvent de manière, enfin, en particulier quand ils sont des adverbes de manière, sont des compléments intégrés au groupe verbal. Hein, sont des éléments intégrés au groupe verbal, dont la fonction, ici, pour assidûment, on dirait que c'est un adverbe complément du verbe travail. Hein. Alors, il y a parfois une difficulté à distinguer les cas où un adverbe va être complément du verbe, les cas où il va être complément circonstanciel. Par exemple, si vous dites « cette étudiante travaille étrangement », alors qu'est-ce que vous comprenez d'une phrase comme ça? Est-ce que vous voyez les deux sens que ça peut avoir, cette phrase? Deux sens différents. Cette étudiante travaille étrangement. Quelle est la première interprétation qui vous vient à l'esprit? Alors, pour trouver les deux, il faut peut-être changer un peu l'intonation. C'est-à-dire qu'on va dire d'abord « cette étudiante travaille étrangement » ou bien « cette étudiante travaille étrangement ». Vous voyez? On comprend tout de suite mieux la différence. Donc, cette étudiante travaille étrangement, mais à l'écrit, c'est la même chose. Hein. On pourrait mettre une virgule pour sélectionner la deuxième interprétation, mais ce ne serait pas du tout obligatoire. Soit étrangement, ça dit la façon dont elle travaille. Hein. Donc dans ce cas-là, c'est comme travaille assidûment. C'est un complément du verbe. En revanche, l'autre, si étrangement est un complément circonstanciel, ben, selon la définition du complément circonstanciel qu'on a déjà vu, on doit pouvoir le placer au début de la phrase. Étrangement, cet étudiant travaille. Donc ça ne veut plus du tout dire la même chose. Ça veut dire que le fait qu'elle travaille est étrange. Hein. Le fait que cette étudiante travaille est étrange. On ne s'attendait pas à ce qu'elle travaille. Hein. Par exemple, cette étudiante a de mauvais résultats, mais étrangement, elle travaille. Hein. Donc, pourquoi on dit étrangement? Parce que normalement, quelqu'un qui travaille a des bons résultats. Bon, bref. Et vous voyez que quand on a un adverbe qui fait partie du groupe verbal, on a beaucoup plus de mal à le mettre en début de phrase. On aurait du mal à dire assidûment cet étudiant de travail. Ça ne marche pas du tout. Hein. Travaille assidûment. Hop, ça fait partie du groupe verbal. Donc, la différence là est quand même assez claire. Alors, on arrive donc à un petit exercice d'application. Donc, c'est le même texte que tout à l'heure, dans lequel on a vu les sujets. C'est pour cette raison que dans l'exercice sur les sujets, je m'étais contenté juste de souligner les verbes et pas de faire apparaître les groupes verbaux. Et là, donc, le but de l'exercice, c'est bien de faire apparaître les groupes verbaux. D'accord? Donc, je vous laisse un temps de réflexion quand même pour que au moins vous réfléchissiez aux premières occurrences, disons une petite dizaine de minutes, et ensuite, donc, on corrigera ça ensemble. Bien, alors écoutez, on va corriger. Ce que je vais faire, pour gagner un peu de temps, je vais vous donner directement la correction sans vous interroger, mais s'il y a des réponses qui vous paraissent bizarres ou avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à commenter. Alors, voici donc le résultat de l'analyse hein, sur l'ensemble des groupes verbaux. Donc j'ai mis en rouge le verbe et en gras le complément. Alors le premier est déjà un peu compliqué, le groupe verbal dont le noyau est appelé, parce que donc, les groupes verbaux se caractérisent toujours comme ça, avec un noyau verbal, le verbe, et puis d'autres éléments. Donc d'autres éléments qui font partie du groupe verbal. Donc là, on a affaire à une relative, hein, le pays qu'on appelle la Varenne, donc avec
un pronom relatif qui a pour antécédent pays. Bien sûr, je suis toujours obligé, dans les choses que je vous présente, d'anticiper sur l'analyse. Plus tard, on verra en détail l'analyse des relatifs, tout ça, mais là, j'en parle comme si vous... Parce que vous avez quand même des connaissances sur la grammaire, donc je me sers de notions que je n'ai pas encore clairement définies, étudiées, etc. Mais bon, on est un peu obligé de faire comme ça. Donc, on a ici, justement... une structure avec un attribut du COD. Hein, mais, donc on a appelé quelque chose d'une certaine façon. Hein, c'est-à-dire sur les confins dans le pays qu'on appelle la Varenne. Ça veut dire que c'est ce pays, on appelle ce pays la Varenne. On appelle ce pays la Varenne. Et c'est là où on va dire ce pays c'est un COD et la Varenne c'est justement un attribut du COD. Donc quelque chose qu'on n'a pas vu, dont je vous ai dit qu'on le mettait entre parenthèses pour l'instant, mais justement cette première structure, elle présente cette complexité. Donc quand je dis on appelle ce pays la Varenne, ce pays est pronominalisé par le pronom relatif que ici. Donc on appelle que la Varenne. D'accord ? Bon, alors ensuite on a un groupe verbal attributif qui n'est que, alors avec une construction restrictive, la ne que, qui est une forme de la négation. Hein. Ça ne veut pas du tout dire la même chose que n'est pas, mais du point de vue grammatical, ça fait partie du groupe verbal aussi. Donc là, c'est un adverbe hein, de négation. Et puis, donc, une vaste langue coupée de bois, de chêne et de châtaignier, c'est l'attribut du sujet, hein, puisqu'on a un groupe verbal attributif avec le verbe être ici. Ensuite, on a le verbe trouver, on trouve, le complément est un peu plus loin, un château en ruine tapis dans un ravin et dont on ne découvre les tourelles ébréchées qu'à environ 100 pas de la herse principale. Voilà, le groupe verbal, disons le complément, le COD du verbe trouver ici, c'est tout ça. Hein. Et entre là, ça va être un complément circonstanciel au plus fourré, au plus désert de la contrée. Et ça ne fait pas partie du groupe verbal, donc attention. Comme le groupe circonstanciel est mobile, il peut parfois couper le groupe verbal. C'est le cas ici. Donc à l'intérieur de ce groupe verbal, on en a un autre dont le noyau est découvrir, le sujet on ne découvre les tourelles ébréchées qu'à environ 100 pas de la herse principale. Donc sans faire l'analyse à l'intérieur, on a les tourelles ébréchées à... Alors en fait... ah oui, attendez, là j'ai un petit doute tout d'un coup, pardon. À 100 mètres, à environ 100 pas de la herse principale, on découvre les tourelles. Alors là, il y a une difficulté liée au fait que, bien sûr, à environ 100 pas de la herse principale, pourrait être analysé comme un complément, hein, circonstanciel, pardon, je veux dire, comme un complément circonstanciel. Donc là, j'ai souligné par simplification, mais c'est un cas de difficulté que pour l'instant je ne peux pas traiter parce que je vous en reparlerai quand on aura fait le cours sur le complément circonstanciel. Et on reviendra sur cette phrase. Mais imaginez, ce qui est trompeur, c'est la restriction, ne que. Imaginez qu'on ne l'ait pas et qu'on ait simplement, on découvre les tourelles ébréchées à 100 pas de la herse principale. Là, il y a deux solutions. Soit vous considérez que à 100 pas de la herse principale, c'est un complément circonstanciel, on découvre, etc. Sauf qu'il y a une autre analyse possible, et c'est celle que j'ai privilégiée ici, c'est de considérer que découvrir, c'est en fait un verbe qui a deux compléments. C'est découvrir quelque chose quelque part, comme parler de quelque chose à quelqu'un. Et donc, on peut considérer dans cette analyse que à 100 pas de la herse principale fait bien partie ici du groupe verbal. Donc, vous voyez, mais là, on est dans une structure un peu compliquée dans l'analyse qui mérite une justification un peu plus longue que celle que je donne ici, mais on va en rester là pour l'instant pour cet exemple. Les arbres séculaires qui l'entourent, bon là il n'y a pas de difficulté, c'est le groupe verbal, c'est le verbe entouré avec comme complément d'objet direct le pronom elle. Oui, vous aviez un doute sur... Non, mais dites. C'est juste que pour moi, à environ 100 pas de la herse principale, c'est un complément circonstanciel. Oui, c'est une analyse possible. Hein. Ouais, non, mais on est d'accord. Ce serait une analyse possible, mais une autre analyse... Oui. Parce que si je fais, si je remplace, je
on ne les découvre qu'à environ 100 pas de l'axe principal. Donc, oui, même sans la négation, pour simplifier. On les découvre à 100 mètres, etc. Hein, à 100 pas. Donc on pourrait très bien, effectivement, d'abord le supprimer, ce complément, mais on pourrait aussi le mettre en début de phrase, à environ 100 mètres de la herse, on découvre cela. Sauf que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça c'est l'analyse qu'on ferait, si vous voulez, en première... enfin, disons, c'est l'analyse qui viendrait peut-être le plus facilement à l'esprit, mais sauf que quand on réfléchit à la notion de complément en termes de complément impliqué par le verbe, eh bien voilà, là on se rend compte que peut-être que le lieu dans lequel on découvre quelque chose est en fait prévu par le sens du verbe découvrir. D'accord ? Tout à l'heure, je vous ai dit que aller, ça veut dire aller quelque part. Donc, si je dis aller à Paris, ben, le fait que je dise où je vais est prévu par le sens du verbe aller. Découvrir, certes, c'est découvrir quelque chose, mais si on découvre quelque chose, on le découvre peut-être le découvrir quelque part, c'est pas la même chose qu'être quelque part au moment où on le découvre. Enfin, oui, bon, il y a une difficulté là, mais c'est effectivement un cas intéressant. Hein, on pourrait vraiment discuter des deux analyses possibles. Alors, qui le domine, c'est la même structure que l'entoure. Hein, vous avez le verbe domine. L'ensevelisse, c'est la même chose. Hein, on a donc là une sorte de répétition de structure qui pourrait être interprétée du point de vue stylistique, hein, puisque là on a un groupe ternaire en quelque sorte, hein, qui l'entoure, les rochers épars qui le dominent, l'ensevelissent dans une perpétuelle obscurité. Donc, ah oui, alors, là aussi, j'ai mis dans une perpétuelle obscurité comme un deuxième complément de ensevelir, mais là c'est le même genre de problème, on pourrait en discuter. Je laisse de côté pour l'instant parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, mais on y reviendra quand on parlera du complément circonstanciel de toute façon, parce que en fait la grande difficulté dans l'analyse du groupe verbal, c'est de voir, en particulier pour les compléments d'objets indirects, si ce sont des compléments d'objets indirects ou des compléments circonstanciels. Et ça, très franchement, c'est parfois difficile. Donc là encore, hein, le but, ça n'est pas d'entrer du point de vue strictement linguistique dans une analyse détaillée du contraste entre les compléments circonstanciels et les compléments d'objets. Mais c'est d'être capable dans ces deux types de structures, les compléments d'objets indirects et les compléments circonstanciels, de distinguer les cas très clairs, les types de cas qui sont prototypiques et qu'on peut étudier avec les élèves, des cas trop compliqués, comme ceux par exemple qu'on vient de voir, et qui jamais de la vie il faudrait traiter. Il serait opportun d'utiliser ce type d'exemple pour l'enseignement. Hein. Ou alors, à un stade très tardif, avec des étudiants de niveau C1, C2, où là, on fait de la critique grammaticale, hein, c'est-à-dire qu'on analyse les fronts, enfin, comment dire, le degré de pertinence des catégories grammaticales. Parce qu'au fond, le but de cet enseignement de la grammaire, fondé sur des prototypes et des catégories basiques, c'est d'abord de stabiliser un enseignement sur des cas simples, hein, une reconnaissance claire sur des cas simples. Comme, je ne sais pas, en mathématiques, on va commencer par travailler sur des nombres entiers, pas commencer à travailler sur des fractions, ni sur des nombres réels, ni sur racine de 2, etc. Bien sûr, on commence d'abord par les choses les plus simples. Donc, les prototypes en grammaire sont les choses les plus simples. Ensuite, on peut élargir un peu, mais à un certain stade, on est vraiment on entre dans la frontière entre la réflexion grammaticale et la réflexion linguistique pour être dans une sorte de grammaire critique, dans une réflexion critique sur la grammaire. Parce que c'est ça vers quoi on veut aboutir à un moment donné, à un certain niveau de maîtrise de la langue. Qu'on soit capable de se rendre compte que les catégories grammaticales, ben, on en voit les limites. Et puis on est capable de réfléchir aux frontières éventuellement floues entre les différentes catégories qu'on a apprises auparavant comme si c'était des vérités absolues. De la même manière que, je ne sais pas, à l'école primaire, peut-être qu'à un moment donné,
on vous apprend qu'on ne peut pas faire 2 moins 3. Hein, parce que à l'école primaire ou à l'école, je ne sais pas, au CP, en maternelle, on ne peut pas faire 2 moins 3 parce que 3 c'est plus grand que 2. Mais plus tard, on vous apprend, mais oui, on peut le faire. Ça fait moins 1, mais il faut introduire un autre type de nombre. Bon, voilà, on est dans ce genre de problématique. Alors, on peut franchir le sentier abandonné qui y mène. Donc là, tout ça est complément de pouvoir franchir. Qui y mène, donc là, c'est I qui est le complément de mène. Mais on a ce groupe verbal y mène. Qui l'obstrue, verbe complément pronominal, et l'apostrophe, hein, qui est pour antécédent décombre. Alors, ce sombre ravin et ce triste castel, c'est la Roche-Mauprat. Bon, est la Roche-Mauprat, on pourrait à la rigueur l'analyser comme un groupe verbal avec un attribut, mais je vous rappelle ce qu'on a dit quand on a étudié ce texte pour la fonction sujet. C'est un peu problématique ici parce qu'on a affaire à une structure de mise en relief. Monsieur, oui. Excusez-moi. Pourquoi on ne peut pas scinder, on peut franchir, par exemple, on peut prendre un peu, et après franchir le sentier abandonné et considérer comme une proposition infinitive? Comme une proposition infinitive? Ah oui. Alors, disons que dans la... COD, en fait, on peut quoi? Ouais. Alors, là, vous me posez une question embarrassante parce que on peut franchir, ça suppose d'expliquer que pouvoir, ici, a un statut un petit peu particulier, c'est un verbe un peu particulier, un genre de semi-auxiliaire modal, ce qu'on appelle semi. Donc, en fait, le verbe principal, c'est franchir. Hein. On franchit le sentier abandonné, et simplement, ce verbe principal, franchi, il est un peu modalisé. On peut franchir. Donc, en fait, ça forme une espèce de noyau verbal de 2 éléments, cette fois-ci, c'est pas un élément, comme si on avait on franchit le ravin, etc. C'est un noyau verbal à 2 éléments. Voilà. C'est comme ça qu'on peut le présenter. Mais ça supposerait une réponse sérieuse à votre question, supposerait de réfléchir à la différence de propriété entre un verbe comme pouvoir et un verbe comme franchir. Alors, ensuite, donc, qui l'obstrue, c'est la Roche-Mauprat. Donc, il n'y a pas longtemps que, alors ça, c'est la même chose, on ne va pas analyser le il y a, puisque on a vu que c'était une structure particulière, donc à qui cette propriété tomba en héritage. Donc, ça veut dire, là, la structure, si vous voulez, dépliée, sortie de la relative, c'est cette propriété tomba en héritage au dernier des mots prat, en fait. Hein. Donc, quelque chose tombe en héritage à quelqu'un. Donc là, on a bien les 2 compléments pour tomber, sauf que là, il y a une difficulté supplémentaire dans laquelle je n'entre pas pour l'instant, c'est qu'on pourrait considérer que tomber en héritage, c'est une sorte de formule toute faite, hein, une sorte de verbe composé, et que à ce moment-là, en héritage ne serait pas vraiment un complément au même sens que le A au dernier mot prat. Donc là, il y a une difficulté en plus, qui en général, de toute façon, n'est pas vue dans les grammaires, mais ça veut dire que les structures figées, comme tomber en héritage, c'est une structure figée, une structure phraséologique, comme on dit parfois. Ces structures-là, elles ont des propriétés particulières dans la relation entre le verbe et le complément. Ce n'est pas vraiment un complément comme les autres. Pourquoi ? Tout simplement, je ne sais pas, prenez elle me casse les pieds. D'accord ? Casser les pieds, ça veut dire elle m'ennuie. D'accord ? Est-ce que vous allez dire que les pieds, c'est COD de casse ? C'est très embêtant. Hein ? Pourquoi c'est embêtant ? Parce que si vous prenez un usage normal du verbe casser avec son complément, par exemple, elle a cassé son ordinateur. Vous pouvez dire l'ordinateur a été cassé par elle. Mais si vous dites elle me casse les pieds, vous ne pouvez pas dire mes pieds ont été cassés par elle. Ça ne marche pas du tout. Donc on voit bien qu'il y a des propriétés dans les structures figées qui font que
c'est un pseudo-COD, hein, donc là, ou COI, en l'occurrence ici, pour en héritage. Mais, vous voyez, encore une fois, là, ce sont des complications qui arrivent, enfin, comment dire, qu'il est préférable d'anticiper d'une certaine façon, pour ne pas soumettre les élèves ou les apprenants à des choses dont intuitivement ils vont percevoir qu'elles ne sont pas analogues, hein, qu'elles ne sont pas tout à fait dans la même catégorie. Mais je suis à peu près persuadé que vous demandez à des professeurs de dire c'est quoi la fonction de l'épied dans le casse-l'épied, c'est COD. C'est pas complètement faux, hein, mais c'est pas un COD au même titre que le COD d'une structure normale, elle casse, elle a cassé je sais pas, son ordinateur. Alors bien sûr, ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à un niveau où on peut expliquer la différence, où on peut faire des tests, hein, par exemple simplement pronominaliser. Elle a cassé son ordinateur, on peut dire elle l'a cassé, mais elle me casse les pieds, on ne peut pas dire elle me les a cassés pendant longtemps. Bon, donc, mais tout ça, ça supposerait des analyses plus approfondies. Bien, bah, écoutez, ce que je vous propose, puisque la semaine prochaine, je ne serai pas là, parce que je suis en mission en Chine, je vais donner des conférences sur l'enseignement du français et pour la création, je vous en parlais, d'une nouvelle méthode d'enseignement du français aux Chinois spécifiquement, hein, qui va être publiée en Chine, d'ailleurs par une université chinoise, avec tout un groupe de chercheurs, des Français, des anciens doctorants, des doctorantes chinoises d'ailleurs qui ont fait leur doctorat à la Sorbonne. Donc voilà, on va travailler sur tout ça, mais je pars en Chine pour 15 jours, donc je ne serai pas là la semaine prochaine. Donc ce que je vous propose, c'est de finir cet exercice, et puis on le corrigera rapidement quand je reviendrai, enfin quoique... Non, en fait, ce que je vais faire, pour ne pas perdre de temps, je vais quand même vous mettre un cours en ligne. Soit je le refais dans ma chambre d'hôtel, soit je reprends un cours d'une année antérieure que je bricole un peu, je verrai. Mais comme ça me permettra la séance, parce qu'après c'est les vacances. Donc au retour des vacances, je reprendrai l'essentiel, je résumerai le cours que vous aurez vu en ligne. Et puis on avancera plus vite comme ça. Voilà, merci de votre attention.